Monsieur Ngomba, Eric, bonjour. Vous êtes originaire de la RDC, il me semble. Alors, quelle lumière portez-vous par rapport à tout ce que vous venez de vivre aujourd'hui, ce soir, avec ces prix donnés aux entrepreneurs pour leur donner une certaine pulsion par rapport à ce qu'ils font? La vie est très difficile en France, vous connaissez la France, vous avez vécu aux États-Unis, vous êtes partout. Vous êtes un globe-trotters, vous êtes partout. Et dites-moi, quelle impression avez-vous par rapport à tout ça? Par rapport à votre dernier commentaire, je pense que la vie est difficile partout. Mais ce que je crois que la France apporte et que chacun de nous doit apprendre à saisir, c'est des opportunités comme celle-ci, de rencontrer des personnes qui peut-être partagent les mêmes ambitions, peut-être ne sont pas de la même industrie forcément ou du même métier, mais qui ensemble, et c'est peut-être ça le sens d'un réseau, permettent d'avancer dans la bonne direction. Donc je ne peux qu'encourager les initiatives qui concourent à susciter et à encourager la création d'entreprises. Je ne peux que le soutenir. Alors, vous êtes bardé de diplômes, je regardais un peu votre cursus, ça ouvre les portes. Quand on sort de grandes universités, tout ça. Or, ici en France, la possibilité aux jeunes d'aujourd'hui d'aller à l'école, d'avoir de bons diplômes, ça c'est difficile. Donc, ça sera difficile de pénétrer ces milieux, ces réseaux où il y a les codes. Et quel est le conseil pour vous donner à ces jeunes-là qui abandonnent l'école et puis se trouvent le bec dans l'eau? Bon, c'est vrai qu'une formation donne toujours des outils pour avancer. Mais c'est vrai aussi qu'on peut avoir des outils, mais ne pas forcément savoir les maîtriser. Et il est aussi vrai que beaucoup de gens apprennent pratiquement sur le tas. Je ne veux pas dire par là qu'il faut se détourner de la formation, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. On peut ne pas avoir forcément reçu tous ces outils-là par le circuit académique, mais je connais beaucoup d'entrepreneurs très brillants qui nous démontre chaque jour. Je pense que l'histoire en Afrique d'ailleurs, il y a un monsieur qui est censé être le plus grand milliardaire africain et je ne sais pas si son parcours n'est pas une démonstration aussi voilà, un entrepreneur à la base. Et voilà, donc je pense qu'il a même brillé plus que beaucoup. On voit ce qui s'est passé ici, on a vu un peu quelques ratés, c'est vrai, au niveau de l'organisation. Moi je suis un peu inquiet quand on parle des entrepreneurs qui travaille dans l'excellence. Or, en regardant ce soir, j'étais un peu... Il y avait quelques ratés. Oui. Que pensez-vous de tout ça? Je pense que les couacs techniques existent, mais c'est un petit peu prématuré pour juger avec autant de rigueur. Je pense qu'il faut encourager l'effort. Qu'il y ait eu des soucis, je pense que c'est inhérent parce que je crois que ce n'est que la deuxième édition réellement du prix de cette manière-là. Il peut y avoir des choses à améliorer certainement et je pense que vous auriez d'ailleurs pu nous aider à faire mieux. Mais je crois qu'il faut encourager l'effort d'Aldo et d'African Angels en général parce qu'ils ont pris une initiative là où il n'y en avait peut-être pas suffisamment, ou en tout cas pas qui soit visible de la manière que ça l'est aujourd'hui. Donc j'ai plutôt envie de l'encourager et de ne nous auto-flagellons pas trop. Vous parlez de la solidarité africaine. En réalité, c'est décrié ici. On dit que voilà, les Africains jouent solo. Et on voit aussi en Afrique, il y a 1 milliard d'habitants aujourd'hui presque. En 2050, il y en aura 2 milliards. Oui. Et moi, je crains une seule chose, que les gens vont jouer toujours solo et les Africains seront tirés toujours vers le bas. Or, on a besoin de vous, vous êtes aux États-Unis, vous êtes à Singapour. Or, on a besoin de vous en Afrique. La diaspora indienne est en train de réaliser depuis une quinzaine d'années, une grosse révolution en Inde. Et vous constaterez qu'il y a beaucoup parmi eux qui étaient installés aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs. Et reviennent maintenant que les conditions sont réunies pour qu'ils, peut-être pas à 100%, mais en tout cas maintenant qu'il y a des opportunités, ils reviennent assez massivement pour les saisir. Donc je pense qu'il ne faut pas le considérer comme étant un facteur qui nous restreindra. Je pense que les opportunités sont là, elles doivent être sûrement mieux comprises par chacun. Encore une fois, je pense que l'Afrique est à un moment où nous avons une fenêtre d'opportunité. Ce n'est pas un moment parfait, mais c'est un moment où l'économie et les conditions de façon générale sont certainement meilleures qu'elles l'ont été pendant quelques décennies précédentes. Donc je pense qu'il y a là des raisons de regarder l'avenir avec un certain optimisme, mais il faut rester prudent.
Fausse prudence. Donc vous êtes un afro-réaliste. Oui, je crois, et je suis optimiste. Alors la RDC, vous êtes un banquier, vous connaissez, vous avez, comme j'ai dit, votre parcours est excellent. Oui. Et c'est rare d'avoir ces parcours-là. Oui, je l'ai dit, je les souligne. Parce qu'il faut avoir un moyen, il faut avoir aussi la possibilité et avoir des accès. Vous avez des accès avec un tout petit peu avec la Maison Blanche, ce que j'ai compris tout à l'heure. Mais la RDC aujourd'hui, vous ne donnez pas un coup de main pour que la RDC tourne bien. On voit l'économie est par terre. Avec 1,7 $ par jour, par habitant. Il y a un potentiel important en RDC avec une richesse qui a été étudiée, qui pèse aujourd'hui potentiellement plus de 24 000 milliards de dollars. Et le pays est le dernier partout. Quelle la lumière portez-vous par rapport à tout ça avec les banques là-bas, le banque offshore, une mafia extraordinaire en RDC. N'utilisez pas la langue de bois, s'il vous plaît. Non, mais vous dites beaucoup de choses à la fois. Oui. Vous dites beaucoup de choses à la fois. Oui. Écoutez, je pense que le Congo est à un moment important dans son histoire, dans la mesure où on est passé par une étape, un moment très très difficile qui n'est pas absolument terminé. Il y a eu une guerre. Qui a duré quand même un certain temps, oui. Une instabilité. On est 18 ans de guerre à peu près. Une instabilité qui n'est pas masquée, hein, c'est une réalité. Et donc ce sont des facteurs qui n'ont pas été des éléments qui facilitaient le développement des affaires. Est-ce que pour autant aujourd'hui nous sommes arrivés à un stade où tout est parfait? Certainement pas. Mais je vois des efforts. Je pense que quand vous allez à Kinshasa, je ne sais pas quand vous allez au Congo la dernière fois. En 2005. Voilà, en 2005. Si 2005, je suis rentré en 2007. D'accord. Et vous avez sûrement vu qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Je pense que la plupart des pays africains... De prédateurs plutôt. Plus de prédateurs que des industries de transformation pour créer les emplois. J'ai senti que chacun mettait dans sa poche, sans regarder le souverain primaire. Bon, je vous laisserai responsable de ce que vous dites parce que moi je n'ai pas forcément vu les détails dont vous parlez. Mais ce dont j'ai conscience en tout cas, c'est que le pays est passé par les étapes dont je vous ai parlé. Une situation de guerre et d'instabilité. Historiquement, on connaît la situation du Congo, les différentes évaluations, les problèmes de gestion. De la chose publique, effectivement, ont affecté la situation du pays. Bien. Mais aujourd'hui, nous sommes à un moment qui, encore une fois, pour moi, est un moment charnière, dans la mesure où notre économie est encore très fortement ancrée dans le minier. Très fortement. Ce qui entraîne des faiblesses structurelles, indéniables. Parce que ça veut dire aussi que si la croissance économique s'appuie sur ces éléments-là, demain, si les cours des matières premières, encore une fois, souffraient comme ça a été le cas il y a quelques décennies, l'économie tout entière en serait fragilisée, en pâtirait. Et je pense que la plupart des gens qui en parlent en sont conscients. En RDC ou ailleurs, parce que c'est le cas dans plusieurs pays. Et donc, je crois que c'est là le challenge. Il faut arriver à inverser un petit peu cette dynamique. Le Congo aujourd'hui est en train de pousser de nouveaux projets. Le barrage hydroélectrique qui est là depuis de nombreuses années et qui est un projet ancien, semble avoir retrouvé un nouveau souffle. Voilà. Donc c'est déjà un élément. Je pense que de manière générale, le pays est conscient qu'il faut donner de nouveaux relais de croissance. Le Congo importe énormément, dans l'alimentaire notamment, alors que c'est l'un des pays les plus verts du continent. Donc il y a là des besoins. Alors en tant que banquier, qu'est-ce que moi je fais? Mon travail est essentiellement aujourd'hui axé... Alors il faudra rappeler un peu à vos amis téléspectateurs, qu'est-ce que vous faites réellement pour continuer après ce que vous voulez dire là? Oui, je dirige Standard Bank en RDC. Et donc notre banque en fait a quelques piliers de croissance. Le minier est essentiel. C'est un domaine dans lequel nous ne pouvons pas hésiter, dans lequel nous allons à fond. Mais nous avons conscience que ce n'est pas le seul pilier sur lequel le développement économique doit s'appuyer. Sans infrastructure, il n'y a pas de développement. Sans infrastructure, même le minier finit par souffrir. Oui, 85%, on le voit, ça part, c'est pas répertorié de l'extraction de minerais, 85%. Le dernier rapport de Global Fitness a donné que voilà, c'est 85% de minerais qui sortent de la terre dans l'est de la RDC, ça part dans d'autres pays.
sans que le gouvernement central puisse en bénéficier de tout ça. Croyez-vous que ça va continuer dans... Bon, pour que je réponde à votre deuxième question, il faut que je sois d'accord avec ce que vous avez dit en premier. Je ne suis pas outillé pour vraiment répondre parce que je ne connais pas les statistiques. Si jamais il y a des choses qui échappent aux statistiques, c'est que par définition, on ne sait pas les capturer. Ceci étant dit, je crois qu'il y a eu effectivement à un moment donné des soucis qui ont été relevés par de nombreux observateurs dans l'exploitation minière artisanale, probablement à l'est du pays. En tout cas, je sais que j'ai entendu parler de ça à de nombreuses reprises. Donc ça, c'est des choses, il ne faut pas être aveugle là-dessus. Il y a sûrement beaucoup de challenges. Mais il ne faut pas oublier que le pays est en train de faire face à un challenge important, un défi, qui est celui de reconstituer ses capacités, de s'assurer que la présence de l'administration est absolument effective sur toute l'étendue du territoire, et ce n'est pas une chose facile. Souvenez-vous que le pays a quand même la dimension de toute l'Europe de l'Ouest. Ah oui. 1. 2. Souvenez-vous, le budget du Congo, vous le connaissez. Ouais. Si vous connaissez le budget du Congo et que vous voyez l'immensité des défis, il est difficile de lui dire de faire en sorte que le pays puisse régler tous les problèmes en un seul coup. Donc il y a là qui vont en fait à un département en Angola, un ministère en Angola, 9 milliards à peu près 9 milliards de dollars. Voilà, on peut prendre ça comme comparaison effectivement. Oui. Le budget angolais, ça tourne aux alentours de 57 milliards de... Je ne suis malheureusement pas un spécialiste de l'Angola. Vous avez les chiffres, très bien. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'Angola, mais ce que je sais, c'est que en termes de capacité budgétaire aujourd'hui, le Congo a énormément d'efforts à faire pour pouvoir relever tous ces challenges. Et ce n'est pas facile. Il n'y a pas eu de plan Marshall là-bas. J'ai répondu par rapport aux grandeurs de ce que vous avez parlé, de grandeur de pays, par rapport aussi à ces richesses potentielles. Parce qu'il faut parler potentiel de richesse, parce qu'on ne l'a pas comme tel. Vous le dites, si on n'est pas encore en train de réaliser son potentiel, il est difficile de s'en prévaloir. Oui, certainement, mais il y a une seule chose qui est sûre. Alors au niveau de la bancarisation, on parle de la bancarisation. Aujourd'hui, l'opposition dit que cette bancarisation profite encore aux nantis du pouvoir. Or, vous êtes banquier, expliquez-nous l'intérêt d'avoir ça comme élément. Et un salarié qui touche $100, bancarisé, ça paye. Aucun intérêt. Alors c'est intéressant parce que justement ce banquier, cette fonctionnaire qui touche $100 aujourd'hui, hier en fait il ne touchait peut-être que 20 ou 30% de ce montant parce qu'il n'y avait pas de bancarisation. Parce qu'il n'y avait pas d'intermédiaire précis et clair, sauf de l'argent qui passait de la main à la main. Aujourd'hui, avec le système bancaire, qui c'est vrai, est encore assez balbutiement, parce que la pénétration bancaire au Congo n'est que de 5 à 6%. Voilà, c'est encore très faible. Mais ce que je continue à dire, c'est qu'il ne faut pas s'auto-flageller. Vous êtes optimiste? Je suis optimiste, oui. Quand on regarde toutes les banques qui existent, Robank, le banque qui existe, encore le patron d'une banque qui était là, cette banque existe encore en RDC. Oui, la BOA. Oui. Je m'aperçois qu'ils font que des profits sans participer au développement structurel du pays. Donc il y a des banques offshore qui n'existent nulle part, qui existent que dans de paradis fiscaux. Je ne suis pas sûr de faire le lien entre la première partie de votre propos et la seconde. Je ne sais pas de quelle banque offshore vous parlez. J'aimerais bien les connaître parce que je ne les ai jamais vues. Et pour ce qui est des banques qui font des profits, les banques sont des entreprises. Je ne parlerai même pas des autres, je parlerai de moi. Je suis une entreprise. Je n'irai jamais, parce que je suis banquier, sur un projet dont je ne vois pas la bancabilité. La bancabilité ne veut pas... Il y a deux choses. Nous sommes une entreprise. On n'est pas une agence du gouvernement. Donc ça veut dire que ce n'est pas mon rôle que de subventionner les choses. Mon rôle, c'est de créer un effet de levier en apportant des capitaux sur des projets qui créent de la valeur. Si je ne vois pas de la valeur que je peux capturer, parce qu'il faut pouvoir la capturer, il m'est difficile de donner un prêt. Parce qu'en fait, en réalité, qu'est-ce que je suis? Je suis un banquier. Ça veut dire que vous, aujourd'hui, ici, vous vivez en France. D'accord. Donc vous avez peut-être un compte chez Crédit Lyonnais ou BNP Paribas, Société Générale ou ailleurs. Bref, vous êtes chez quelqu'un. Lorsque vous y déposez vos économies, votre épargne, je crois que vous avez l'espoir, pas très secret, de pouvoir retrouver votre épargne avec des intérêts supplémentaires.
Je ne suis pas sûr que vous soyez motivé par donner à la veuve et l'orphelin le fruit de votre épargne. Eh bien moi, je suis juste celui qui travaille pour vous. Je prends vos avoirs et je m'assure qu'ils vous rapportent le meilleur retour possible. C'est ça mon job, c'est pour ça que vous me payez. Je termine ma question parce que vous vous êtes demandé de l'autre côté. Je termine ma question. Oui. Il y a le taux de croissance de 8,9% là. Oui. Et on ne voit pas au niveau du panier de la ménagère. Oui. Vous, le banquier, comment vous l'interprétez? J'interprète ça par le fait que nous, environnement financier, nous avons encore beaucoup de choses à faire et beaucoup d'opportunités à saisir. C'est vrai que là, vous n'avez pas du taux de croissance moyen en RDC. Le taux de croissance, même en fait, si on regarde la province du Katanga, qui est la province minière par excellence, c'est un taux de croissance à 2 chiffres. C'est quasiment du 15%. Donc c'est encore même plus... ça interpelle encore davantage. Et c'est vrai que même si on sent une évolution, on aimerait sentir davantage que effectivement, le panier de la ménagère, ou en tout cas que l'économie locale puisse absorber davantage cette création de richesse. Ce n'est pas encore le cas, et je disais qu'en tant que banquier, quelque part, il y a une opportunité. Par exemple, nous sommes en train de développer à partir de l'année prochaine ce qu'on appelle le Vehicle and Asset Financing. Ça veut dire qu'on est en train d'essayer de mettre en place des mécanismes pour pouvoir financer les PME. Ce n'est pas chose facile, parce qu'on est dans un environnement qui est neuf, encore une fois. Nous ne sommes pas dans la France... Aujourd'hui, ils ont réduit à 3 jours pour créer une entreprise en RDC, voilà ce que j'ai lu dernièrement. Oui, ça c'est autre chose, mais ce que je veux vous préciser davantage, c'est que nous travaillons... Là, il y a quand même un appel d'investisseurs. Oui, il y a un appel d'investisseurs, mais ce que je voulais préciser, parce que je pense que c'est important de dire les choses en entier, parce que vous avez touché plein de choses, et vous avez raison, ce sont des chiffres, mais quand on les mélange comme ça donne l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas faites. En tant que banquier, comme je le disais pendant la présentation tout à l'heure, je dois gérer le risque. Je ne peux pas prendre l'argent des déposants comme vous, et en faire tout et n'importe quoi. Je dois m'assurer que celui à qui je prête, je pourrai le retrouver. Quand on est aux États-Unis, il y a le credit score. Chacun a un score, il a un numéro de sécurité sociale, il a beaucoup de paramètres par lesquels on peut le retrouver lorsqu'il emprunte de l'argent. En Afrique en général, et ce n'est pas le cas de la RDC seule, en Afrique en général, ce n'est pas forcément le cas. C'est un problème. Donc vous ne pouvez pas demander à un système d'être aussi performant que celui dans lequel nous vivons ici en France, sans en connaître les préalables, sans s'assurer que les préalables soient mis en place. Donc je pense qu'il faut faire attention de ne pas s'auto-flageller. Les opportunités sont là. Nous, Standard Bank, nous avons fait le choix de rester au Congo depuis une vingtaine d'années, mais nous étions déjà là au siècle dernier, au début du siècle dernier. Parce qu'on croit dans le potentiel du Congo et de beaucoup d'autres pays africains, mais le Congo clairement. Et comme je disais, c'est une fenêtre d'opportunité où le Congo doit finaliser un certain nombre de réformes. Par exemple, la centrale de risque au Congo n'est pas encore opérationnelle. C'est un travail qui est en train de se faire depuis un certain temps, mais qui n'est pas encore abouti. On aurait besoin, au bout d'un moment, après qu'un certain nombre de préalables soient quelque part établis, d'avoir un marché financier vraiment primaire, pour que le petit épargnant puisse investir en bourse, par exemple. C'est des choses qui sont encore à mettre en place, qui sont déjà en avance dans certains pays. Le Ghana, le Nigeria sont très en avance là-dessus. Voilà. Mais je pense qu'il faut... Je suis impatient, hein, je suis né impatient. Mon désir, c'est que le Congo soit déjà demain la puissance qu'il est censé être. Le Congo est censé devenir au bout d'un moment un des piliers majeurs du développement économique dans notre continent, et un des poumons, un des moteurs. Mais on n'y est pas encore, mais on y travaille. Je pense que c'est l'ambition de tout le monde, mais ce n'est pas le travail d'une personne. C'est vraiment l'ambition de tous. Merci à vous, merci infiniment.